Découvrez Marjorie Chalifou, le délicieux roman de Véronique Mariquet. Dans un quartier populaire d'Ottawa dans les années 50, Marjorie, jeune couturière de 19 ans, mène une vie rangée à l'ombre d'un père irascible, un homme étrange qui communique avec les morts. Son existence tranquille prendra un tournant inattendu et pour cause, elle est enceinte d'un amoureux qui a eu la mauvaise idée de mourir dans un accident de voiture. Exaspérée par sa fille, son père lui donnera une semaine pour se trouver un homme à marier et un emploi. Pour Marjorie, ce sera le début d'un périple qui lui fera rencontrer une galerie de personnages étonnants et qui lui fera goûter à l'amour et au plaisir de la chair. Roman épique teinté par un brin de folie, Marjorie Chalifou laissera le lecteur ébloui par le talent de Véronique Mariquet. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de l'auteur Florence Méné. Et Florence, je veux qu'on parle de l'encre mauve qui a été lancée au début du mois de mars. Oui, c'est ça. En fait, l'encre mauve, il y a à peu près un mois qu'elle est sortie, je devrais dire peut-être maintenant. Donc c'est mon 3e roman, comme tu le disais. Et celui-là, j'ai vraiment le sentiment, les lecteurs le diront, c'est à eux de juger dans le fond, mais que j'ai vraiment fait un pas progresser dans mon écriture, que j'ai réussi à beaucoup mieux arrimer mon histoire. En fait, c'est plusieurs histoires qui s'imbriquent. Hein. Ça se passe au Québec, comme d'habitude. C'est ancré toujours sur la rive sud à Longueuil, mais plus largement à Montréal. Mes histoires sont toujours bien ancrées sur le plan physique, géographique. Je sais pas, pour moi c'est important. Mais donc c'est l'histoire. L'héroïne c'est Laura. Laura c'est une éditrice au tournant de la quarantaine, 45 ans, et qui soudain perd son éditeur, son mentor, son vieux mentor. Et ce mentor est remplacé par le neveu, qui est l'éditeur de l'enfer, comme elle l'appelle, et qui n'a aucune vision. Il incarne un peu cette tendance mercantile qu'ont certains éditeurs, dont j'en ai connu moi-même, je dois dire, de vouloir publier rapidement, sans faire attention aux détails, pour vraiment gagner de l'argent. Ben, il faut bien gagner de l'argent, là, mais sans souci littéraire plus qu'il faut. Et donc Laura est malheureuse. Parallèlement, elle rencontre un juge très, très subtil, très élégant, un juge vieillissant, qui lui confie un manuscrit à l'encre mauve. Et ce manuscrit, au fil des pages, va la mettre de plus en plus mal à l'aise. Au début, elle dit, mais c'est curieux, c'est tordu cette histoire, il y a un meurtre là-dedans. Mais c'est bien écrit. C'est bien écrit, mais c'est perturbant, c'est tellement bien écrit que ça correspond à elle, ce qu'elle vit. Elle dit, mais ça attise la haine qu'elle a envers son nouveau patron. Il y a comme une espèce d'écho chez elle. Parallèlement, son mari, le mari de Laura, Bernard, est un journaliste, un vétéran de journalisme, qui couvre un procès retentissant. Le procès d'un familicide, d'un homme qui a tué sa femme et ses 2 jumelles. Un policier de la Sûreté du Québec. Un policier, exactement. Et donc, en fait, l'idée, c'est que dans le livre, le policier, c'est un peu le monstre évident, le sanguinaire. Mais on se rend compte que dans la vie, un monstre peut en cacher un autre. Et donc, c'est toute cette histoire-là qui va se tisser, les liens entre Laura, le malaise par rapport à son nouvel éditeur, son nouveau patron, Laura, le malaise par rapport au juge, Bernard, qui n'est plus très content dans son métier de journaliste. Il y a toutes sortes de petites réflexions assez légère quand même, c'est une bonne histoire. Enfin, je veux que ce soit une bonne histoire et non pas un manuel de journalisme là, mais il y a plusieurs réflexions sur le métier de journalisme, le métier d'éditeur aussi, le monde du livre, le Québec moderne, l'éducation. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. J'essaie toujours de mettre un petit peu d'humour aussi. Donc, je veux faire des personnages attachants. Donc, j'espère que ma Laura est attachante et on va voir si elle va succomber au mal ou si elle va au contraire garder le droit chemin. Mais on sent vraiment le côté journalistique parce qu'on parle justement de causes, sans nommer de nom dans l'ouvrage, on parle de causes comme par exemple l'affaire Turcotte. Exact, totalement. Toutes les histoires de procès quand j'étais journaliste et puis encore maintenant, ça m'a toujours beaucoup intéressée. Comme la plupart, j'imagine, des gens qui écrivent du polar ou, enfin, on dit polar, mais je dirais peut-être plutôt suspense psychologique dans ce cas-là, là. Donc j'ai beaucoup suivi ça. J'ai travaillé avec des journalistes qui suivaient ça et j'ai toujours été assez épatée par l'approche journalistique de ces sujets-là. Les journalistes, suivant les médias, vont toucher de façon plus ou moins franche à l'horreur d'un crime, vont trancher avant même que le procès soit fini. Donc c'est par la bande, j'ai voulu un petit peu sans poser de jugement vraiment. C'est un petit regard un peu ironique, mais sans jugement, sur la façon dont les médias traitent les grands procès. Puis le fait que dans un monde où il faut produire de la copie journalistique de plus en plus rapidement, on n'a pas le temps de prendre de recul et c'est plus facile d'aller au plus simple, au plus racoleur. Alors c'est ça. Donc il y a tout ce procès Gadebois. Au départ, j'étais pas partie pour faire une grosse partie sur le procès. C'était pour moi un petit peu un prétexte. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je le développe. Et là, j'ai eu un problème parce que je suis pas juriste.
Alors, je lui ai fait relire le manuscrit à un moment donné à une de mes connaissances, qui m'a dit t'as tout faux, là ça marche pas du tout. Au palais de justice de Montréal, par exemple, les fourgons n'arrivent pas au rez-de-chaussée, ils arrivent par le sous-sol. Dans la telle salle, c'est pas comme ça. Alors il a fallu tout que je revoie, et ça c'était un choc, mais pour le prochain, je saurais quoi faire. Donc j'ai développé beaucoup l'aspect du procès finalement, et ça prend une assez grande place. On parle beaucoup de la non-responsabilité criminelle via l'enquêteur de ce cause-là. Là. Oui. Et lui, ça le choque. Là. Ça le choque. Et en même temps, on remarque qu'il n'y a pas vraiment de réponse, parce qu'à la fin, on reste quand même avec une interrogation. Je ne veux pas vendre le punch, évidemment, mais est-ce que cette personne-là était un monstre ou non? La question, je pense, reste ouverte. Mais c'est un peu ça l'idée aussi, c'est que je parle de... On a tous des zones grises, évidemment, pas comme Gadebois, mon tueur, là, mais on a tous des zones grises. On est bienveillant, on est bon, mais à quel moment on devient égoïste, hein, pour revenir un petit peu à ce thème-là. À quel moment on retombe dans nos travers, hein, notre générosité, ben, là, c'est limite, hein, envoyer $20 au Népal, ça va, mais, quand est-ce qu'on arrête d'être généreux puis qu'on pense plus qu'à sa peau, quoi, dans le fond. Mais on a toujours une petite partie en tout le monde de noir, côté sombre. Et ça dépend. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui déclenche le fait qu'on va tomber du côté sombre. Ça, c'est un truc dans mes 3 romans, puis dans le prochain, ça va être encore plus présent. C'est récurrent pour moi, c'est de savoir de quoi on est fait là. Est-ce qu'on est bon ou mauvais? C'est un peu simplet là, comme façon de le dire, mais c'est ça. Est-ce que l'humain est bon? C'est un archétype. Alors, une question que j'ai pas fini de me poser. Et je trouvais ça le fun que tu abordes aussi la dépression via Dupin, le chef de l'enquêteur. Oui, c'est ça. Il y a aussi un peu une réflexion sur le tournant de la vie, tu sais. Ça peut être autant la mi-quarantaine de Laura, donc mon personnage principal, que la soixantaine de l'inspecteur Dupin, qui est un vieux bougonneux, mais finalement assez attachant. Et puis qui lui traverse aussi une passe difficile, dans tous ces moments de la vie où on sait plus trop où on se tourne, où se tourner, où on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas si on doit changer de métier, si on doit partir, si on doit juste s'écraser puis rester passif. Alors ça, c'est aussi un thème qui m'a toujours intéressé, savoir comment aborder les transitions de vie. Hein. Bon, à mon âge, je suis un peu moi-même en transition de vie, ben c'est ça, on l'est toujours un peu, tu me diras. Voilà. Mais ça a pris combien de temps l'écrire, l'encre mauve? Moi, je te dirais, comme pour mes 2 précédents, typiquement, un premier jet, c'est 8 mois. Je suis assez disciplinée, je me fais un plan vraiment très précis, je me donne tant de mots par jour, puis tout ça, tant de chapitres, puis bon. Mais un premier jet, c'est un premier jet. Et celui-là, contrairement aux autres, a été beaucoup retravaillé. Mon éditrice me l'a fait vraiment, il a pas changé de structure. Mais l'écriture a été beaucoup retravaillée, l'arrimage a été beaucoup retravaillé, l'aspect psychologique. Autant je t'ai parlé de l'aspect du procès, que donc un ami juriste m'a aidé à revoir. Une amie psychologue, doctorante en psychologie plutôt je devrais dire, m'a aidé à revoir la cohérence psychologique des personnages. Parce qu'au départ c'était un petit peu, c'était pas super là, donc ça j'ai tout réécrit. Donc premier jet 8 mois. Mais en tout, peut-être peut-être un an et demi, peut-être, je te dirais là. Mais il a été pas mal retravaillé, celui-là. Typiquement, 8 mois pour le premier jet, je te dirais. Et t'écris dans quelles conditions? À la maison, dans le silence, ou ça prend de la musique? C'est marrant, hein, parce que je trouve ça intéressant que tu me poses cette question-là, parce que j'ai souvent fait moi-même des entrevues avec des auteurs, puis il y a autant de méthodes qu'il y a d'auteurs. Mais ce qui marche pour moi, comme pour pas mal de monde, c'est quand même de s'imposer une discipline assez stricte. Je me rappelle quand j'ai commencé à écrire, mon éditrice m'avait dit, je lui avais dit comment j'arriverais à faire un roman. Elle m'avait dit, Florence, un chapitre à la fois. Ça a l'air simple comme ça, mais ça marche. Alors c'est de se dire, ok, aujourd'hui, j'écris 500 mots. 500 mots par jour, la semaine, et 2000 le week-end quand j'ai congé. Donc. Et oui, j'écris chez moi, mais typiquement, j'ai un plan, je me fais un plan, grosso modo. Et les idées me viennent en faisant mon jogging ou mon ski de fond ou n'importe quoi, là. Et je reviens, j'écris, premier jet. Bon, pas bon, je m'en fous, je fais mes mots, puis après, je les revois. Mais chez moi, moi, ça peut être en pleine activité, les enfants peuvent regarder la télévision avec mon chum, je suis habituée journaliste, j'ai travaillé au centre de la formation à Radio-Canada pendant des années, donc moi, j'aime l'activité. Je suis pas du genre à m'isoler sans bruit pour travailler, au contraire, alors, vraiment. C'est rare parce que la plupart des auteurs ont besoin de silence puis de calme pour écrire. Moi, pas du tout. Il faut que les gens soient autour. Au contraire, je me nourris de ce que font les gens. Puis j'y mets jamais tellement plus que, je sais pas moi, 3 heures d'affilée. Hein. Je fais pas des longues. Je suis pas capable. J'ai pas une attention assez soutenue. Mais mon roman, une fois que je l'ai bien installé, il est avec moi tout le temps.
Et quand je me promène au bord du fleuve, c'est pour ça qu'il est très ancré dans les lieux que je connais, parce qu'il m'accompagne au bord du Saint-Laurent quand je me promène, il m'accompagne dans le Vieux-Longueuil, il m'accompagne au centre-ville, donc c'est ça, c'est comme ça que je travaille. Quand tu termines un ouvrage, est-ce que tu restes longtemps habité par tes personnages? C'est marrant, ça c'est vraiment une bonne question, parce que tout le temps que je le cogite, surtout la phase de gestation, je te dirais là, ça m'habite. Comme en ce moment, je suis très habitée par le prochain. Puis l'encre mauve, là, c'est comme si quasiment, je me rappelle quasiment plus de ce que j'ai écrit. C'est pour ça que tu m'as posé la question tout à l'heure de raconter, puis là je me disais, faut dire que l'histoire elle est pas simple, mais je me disais, mais qu'est-ce que c'était déjà? Puis comment il s'appelait mon juge? J'oublie jusqu'à leur nom, c'est fou. Alors la réponse est non. Une fois que c'est fini, là, je suis déjà, dès qu'il est déposé, et c'est même problématique parce que dès qu'il est déposé, je suis vers mon prochain projet. Et comme mon éditrice me dit, il faut le travailler, on me dit, oh non, je veux aller au prochain. Donc ça c'est un peu mon impatience, mais il faut retravailler. Ça va parler de quoi le prochain? Le prochain, ça va se passer en partie à Montréal, en partie en Estrie. Certains des personnages vont... Non, celui-là, il n'y a pas les mêmes personnages. Excuse-moi, je me trompe, là, c'est pour un autre projet, là. Ça va être une histoire de folie. Ah oui? Une histoire de culpabilité qui enclenche la folie. Ça va être pas mal. Ça s'appelle Cybèle, mon titre de travail. Et on devrait lire ça à peu près dans un an, à peu près? Je vais le déposer. Là, tu vois, je l'ai commencé. Je viens de le commencer. J'ai fait le plan en avril. J'ai écrit le premier chapitre là. Je le finis en décembre, le premier jet. Donc, si tout va bien, on devrait le lire en 2016, début 2016, j'imagine. Encore avec Druide? Oui, maintenant, Druide, je ne quitte plus. Franchement, c'est une maison d'édition incroyable. Avec vraiment. Une bonne éditrice, Anne-Marie? Anne-Marie Villeneuve, c'est vraiment, elle est incroyable. Elle est à la fois assez souple pour quelqu'un comme moi, là, qui c'est pas toujours facile, là, mais assez ferme pour dire, regarde, non, ça marche pas. J'ai trouvé vraiment, et j'ai commencé avec elle. C'est elle qui a publié Montréal à l'encre de tes lieux. Après, elle est partie, donc je n'ai pas pu la suivre pendant un certain temps. Elle est partie en congé de maternité, mais Anne-Marie Villeneuve, c'est mon éditrice, là, vraiment. Là. Si tu me permets, Florence, on s'arrête et dans les prochains instants, on parle de ton coup de cœur littéraire. Parfait.